Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler de l'infertilité parce que c'est vraiment un sujet, je traite énormément de personnes qui souffrent d'infertilité et même en consultation gratuite, beaucoup de personnes me contactent parce qu'elles sont dans un parcours PMA, elles souffrent d'infertilité alors qu'elles n'ont pas forcément de dérèglements hormonaux. Donc déjà, il faut identifier bien sûr, l'infertilité qui est liée à un déséquilibre hormonal, par exemple avec le SOPK, avec l'endométriose, l'adénomiose, voilà, ça va être beaucoup plus difficile de tomber enceinte. Donc là, il y a une pathologie qui est identifiée d'un point de vue médical, même s'il n'y a pas vraiment de solution d'un point de vue médical, parce qu'ils vont vous dire de prendre la pilule ou de faire un protocole PMA. Et sinon, il y a l'infertilité qui n'est pas expliquée, c'est-à-dire malgré les analyses, vos trompes sont bonnes, le sperme est de bonne qualité, vous avez une ovulation régulière, il n'y a pas de cycle perturbé, etc. Et malgré tout, les femmes n'arrivent pas à tomber enceinte alors qu'il n'y a ni déséquilibre hormonal diagnostiqué, ni pathologie. Et donc, c'est ça que l'on va voir. Déjà, l'infertilité globale, mais lorsque l'infertilité est liée à une pathologie, là, il va falloir traiter la pathologie, clairement. Il va falloir rééquilibrer le SOPK, rééquilibrer l'endométriose, etc. Et ça, c'est possible. Vous pouvez ne plus avoir de douleur, vous pouvez avoir des cycles réguliers quand vous avez des pathologies hormonodépendantes sans prendre la pilule contraceptive. Et là, je vous invite vraiment à aller sur Google pour lire tous les avis de mes clientes qui, justement, même avec de l'endométriose niveau 4, au bout de 3 mois d'accompagnement, n'avaient plus de douleur d'endométriose. Des femmes qui avaient le SOPK et qui n'avaient plus de règles depuis 2 ans, avant la fin de l'accompagnement de 3 mois, elles avaient à nouveau un cycle régulier. Voilà. Donc, il ne faut pas partir défaitiste en se disant « j'ai une pathologie, il n'y a pas de solution ». Déjà, si vous avez une pathologie, il y a toujours des solutions parce que la pathologie, dites-vous que c'est vous qui l'avez créée, c'est votre hygiène de vie qui n'est pas adaptée à votre organisme, et même si cette hygiène de vie conviendrait à quelqu'un d'autre, le fait que vous ayez développer un déséquilibre, ça veut dire que chez vous, c'est pas adapté. Et donc, il faut enlever, en fait, dans votre hygiène de vie, ou en tout cas corriger ce qui provoque ce déséquilibre. Et donc, ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, si vous avez le projet, en fait, de tomber enceinte, etc., de prendre du recul et de pas forcément vous lancer immédiatement dans un parcours PMA qui est quand même intense d'un point de vue hormonal chez la femme. C'est vraiment assez difficile pour les hormones. De plutôt, du coup, vous poser la question, ok, comment je peux faire pour réguler mes pathologies et booster ma fertilité de façon naturelle. Essayez plutôt de travailler la cause, plutôt que de partir dans d'autres solutions qui sont plus extrêmes, surtout au début. Donc là, dans cet épisode, on va surtout parler de l'infertilité quand tous vos résultats d'analyse, sont normaux, quand tout va bien, basiquement, mais que pour autant, le corps bloque. Donc déjà, pourquoi vos résultats redeviennent normaux ? Parce que la médecine classique ne va pas tout vérifier, elle ne peut pas. Donc elle va vérifier juste certaines choses. Le bilan standard en général, du coup, que les médecins vous donnent en cas d'infertilité. Ils vont vouloir checker la FSH, la LH, l'ostradiol, l'AMH, la prolactine et la TSH. Des hormones supplémentaires vont pouvoir être ajoutées dans le contexte comme la progestérone ou la testostérone. Plus ensuite, une imagerie médicale, notamment une échographie pour voir si vous avez des follicules en bonne quantité, de bonne qualité, etc. Mais malgré tous ces examens, il faut noter qu'une étude récente a mis en évidence que 20% des causes d'infertilité restent inexpliquées. Du coup, le mot inexpliqué ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'explication, ça veut juste dire que l'on n'a pas trouvé l'explication. Et donc ça change tout. Et donc on va avoir 4 causes cachées, principales, de l'infertilité. La première, ça va être le trouble de la thyroïde. Donc oui, la thyroïde impacte certes tout l'organisme, mais va impacter également fortement la fertilité. Donc là, il va quand même y avoir des petits signes, même si les bilans sont normaux, mais en fait, la thyroïde a un impact sur le cycle menstruel. Et donc dès que vous avez une petite irrégularité dans votre cycle menstruel, ça peut, je dis pas que ça l'est à chaque fois, mais ça peut avoir une origine thyroïdienne. Et notamment, du coup, une petite défaillance de la thyroïde. Par exemple, l'hypothyroïdie va augmenter la production de prolactine qui va inhiber la production de progestérone et donc l'ovulation. Et donc les femmes qui souffrent d'hypothyroïdie et dont l'hypothyroïdie n'est pas traitée ont un risque plus élevé de fausse couche. Mais du coup, comment savoir si on a un trouble de la thyroïde ? L'examen de la TSH ne suffit pas. Parce que parfois, on peut avoir la TSH, la T3 et la T4 qui ont des valeurs totalement normales. Mais parfois, la T3 est malgré tout dans l'incapacité de transmettre les signaux correctement. Et donc, pour vérifier ça, il va falloir vérifier les anticorps thyroïdiens. Donc, dans
Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez demander? Du coup, un bilan complet. Certes, la TSH, la T4 libre, la T3 libre, les anticorps anti-TPO et les anticorps anti-thyroglobuline. Donc ça va permettre de vérifier si vous avez vraiment un déséquilibre de votre thyroïde et malgré le fait que vous avez une TSH, T3 et T4 dans les valeurs normales. Ensuite, la deuxième cause cachée de votre infertilité, ça va être le cortisol. Et donc, comment le cortisol va pouvoir impacter la fertilité? Tout simplement parce que, là, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai déjà fait plein d'épisodes sur le sujet, comme quoi, pour équilibrer les hormones, il fallait manger des protéines. Oui et non. Certes, il faut en manger, il ne faut pas être en carence de protéines, mais dans les pays développés, on n'est pas en carence. Par contre, les hormones féminines, c'est pas tellement de protéines dont elles manquent, surtout dans les pays développés, ça va être du cholestérol, parce que les femmes ne mangent pas suffisamment gras. Et du coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec le cholestérol et le cortisol. Parce que quand vous êtes stressé, notamment du stress chronique, du coup, votre corps produit du cortisol. Et même en fait, quand l'événement stressant, il n'existe plus. Parce que tout simplement, le corps, il adore les sources d'énergie. Et donc, c'est en ça que même quand l'événement stressant n'existe plus, le corps, il va se dire « Ah, mais moi, je produirais bien quand même encore des sources d'énergie, un petit peu de cortisol. » Et donc, il va produire du cortisol. Et donc, vous avez une production de cortisol qui est assez constante. Et ce cortisol, il est produit à partir de quoi? Il est produit à partir du cholestérol. Les hormones féminines, notamment la progestérone, est produite à partir de quoi? À partir du cholestérol. Et donc, vous avez une quantité de cholestérol. Plus vous allez produire du cortisol, plus il va prendre une quantité de cholestérol qui est élevée. Il faut savoir que la production de cortisol, elle est déclenchée par votre cerveau, donc pas biologiquement parlant. Donc, c'est-à-dire que le cerveau va venir dire à votre corps, ok, prends du cholestérol pour produire du cortisol. Mais du coup, c'est pas le cortisol qui va dire, ah j'ai pas assez de cholestérol, je vais en laisser pour la progestérone. Non, le cortisol, c'est l'hormone de la survie. Donc, il est prioritaire. Donc, le cortisol, le cerveau va envoyer l'ordre à l'organisme du produire du cortisol. Le cortisol va aller chercher le cholestérol, une partie ou la totalité. Résultat des courses, quand la progestérone va devoir être produite, il n'y a plus de cholestérol. Donc, la production de progestérone ne se fait pas. Et c'est ce que l'on appelle en biologie le vol de la progestérone. Et du coup, résultat, pas assez de progestérone, donc pas assez d'ovulation. Ça va empêcher le follicule d'arriver à maturité. Et là, potentiellement, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Parce que le fait de ne pas tomber enceinte, je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne qui arrivent dans un état de stress intense, où le fait de ne pas tomber enceinte a un impact énorme sur leur quotidien, que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de productivité, que ce soit en termes d'irritabilité et donc de relations de couple. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de ne pas tomber enceinte va accroître ce stress. Et plus de stress, plus de cortisol et moins de chances de tomber enceinte. Et du coup, comment savoir si c'est une des causes possibles? Tout simplement, aller voir un endocrinologue pour vérifier le taux de cortisol. Donc, c'est un dosage salivaire que l'on doit faire sur 24 heures. Donc, c'est vraiment sur 24 heures. C'est pas juste une prise de sang, c'est vraiment le bilan du cortisol sur 24 heures pour voir le taux de cortisol et voir vraiment, pouvoir identifier si ça a un impact du coup sur la fertilité. Mais dites-vous que même si vous avez beaucoup de cortisol, il y a des solutions naturelles parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez beaucoup de cortisol, et je le vois chez énormément de clientes qui sont venues se faire accompagner pour des problèmes de fertilité, qui avaient fait des parcours PMA, qui ont abandonné les parcours PMA parce que ça ne marchait pas, qui ensuite ont fait l'accompagnement et qui sont tombées enceintes durant l'accompagnement. Tout simplement parce que tant que votre corps il est en mode survie et pas en mode justement apaisé, etc., il ne peut pas créer la vie, que ce soit via la PMA ou via un processus beaucoup plus naturel. Voilà, donc la priorité dans ces cas-là, quand on produit du cortisol et que c'est potentiellement un stress chronique ou un épuisement profond, type burn-out, etc., qui cause en fait cette infertilité, c'est de renforcer la sécurité intérieure qui va permettre d'en sortir. Et donc souvent, je le vois, les parcours de PMA ne fonctionnent pas à cause de ça, parce que dans tous les cas, la sécurité intérieure n'a pas été renforcée. Tant que le corps il est toujours en mode survie, il ne peut pas créer la vie en fait. Donc ça, c'est important quand même de travailler dessus, même si vous faites un parcours PMA, parce que parcours PMA, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chances d'arriver à tomber enceinte. Ça veut juste dire que artificiellement parlant, vous essayez. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas travaillé sur la cause qui est la sécurité cellulaire de votre organisme. Ensuite, troisième cause possible de l'infertilité, ça va être le microbiote. Un microbiote déséquilibré va directement en fait impacter votre fertilité également. À quoi on voit qu'on a un microbiote déséquilibré? Vous avez un transit pas très régulier ou en alternance, où vous avez des ballonnements, le ventre dur, des soucis d'assimilation, vous avez des carences par exemple. Souvent les carences, on se dit « Ah mais c'est parce que je mange pas assez de ci ou de ça, donc je vais me supplémenter ». En fait, les carences, c'est souvent lié à un problème d'assimilation.
je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à écouter l'épisode de podcast sur les compléments alimentaires. Pourquoi c'est inefficace? C'est justement parce qu'on a un problème d'assimilation. Et du coup, le microbiote, il va influencer les oestrogènes et aussi l'insuline, ce qui va altérer en fait l'ovulation. Voilà, et ça c'est le processus de dominance oestrogénique. En fait, on va avoir dans les intestins des bactéries qui vont être responsables d'éliminer les oestrogènes en excès que le foie a déjà filtré. Le foie filtre les oestrogènes en excès, les envoie au niveau des intestins, les bactéries responsables vont les éliminer pour que ça sorte via les selles. Et du coup, le foie forcément a un impact sur les hormones, ça j'avais fait des épisodes là-dessus déjà, mais du coup au niveau des intestins, c'est un déséquilibre donc qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire que les bactéries qui sont responsables d'éliminer les excès d'oestrogènes, en fait ne peuvent pas faire leur travail ou sont en quantité minoritaire, en fait les oestrogènes vont repartir dans le sang et donc on va avoir une dominance oestrogénique. Et ça se voit par exemple si vous avez tendance à avoir un syndrome prémenstruel, si avant vos règles vous avez mal au ventre, mal au sein, que vous êtes irritable, que vous avez des envies de sucre, que potentiellement vous avez de l'acné ou des douleurs dans le ventre, bas du dos, etc. En fait ça c'est pas normal, ça veut dire que vous avez un syndrome prémenstruel. À partir du moment en fait où vous ressentez des douleurs ou un inconfort, il faut vous dire que ce n'est pas normal et c'est pas parce que les règles arrivent que c'est normal. C'est pas du tout normal d'être dans un inconfort. À partir du moment où il y a un inconfort ou une douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les règles, c'est pas censé être douloureux. Voilà. Donc si ça l'est, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et du coup, les études ont chiffré cette cause et donc il s'avère que 10% des couples qui sont en infertilité ont des microbiotes qui sont altérés. Donc ça représente quand même 10% des cas d'infertilité non diagnostiqués. Et du coup, comment on peut vérifier ça? Demandez à tester votre microbiote, c'est-à-dire une analyse des selles notamment. Et ensuite, la cause cachée numéro 4 du coup de l'infertilité, ça va être les perturbateurs endocriniens. Bien sûr, les perturbateurs endocriniens en fait sont des espèces de phytoœstrogènes qui vont venir modifier en fait les récepteurs oestrogéniques de l'organisme. Ça va du coup imiter les oestrogènes du corps, provoquer une dominance oestrogénique et donc des problèmes de fertilité et potentiellement des troubles de la thyroïde. Il faut imaginer en fait les perturbateurs endocriniens comme une clé. Donc en fait, vous avez une porte et dans cette porte, vous avez des vraies clés, une vraie clé et vous avez une fausse clé. La fausse clé, c'est le perturbateur endocrinien. Et donc avec la fausse clé, vous allez essayer de mettre la fausse clé dans la serrure. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va bloquer la serrure. Résultat des courses, la bonne clé ne va pas pouvoir se mettre dans la serrure. Et voilà. Et c'est vraiment ça que les perturbateurs endocriniens, du coup, font et les phytoestrogènes de façon générale. Et donc, c'est en ça qu'il faut les éviter, notamment si vous essayez de tomber enceinte. Mais déjà, ça a un impact sur la santé dans le sens où à partir du moment où vous avez un déséquilibre hormonal, ça veut dire que vous avez vraiment un surdosage de perturbateurs endocriniens dans votre organisme qu'il faut forcément éliminer. Et il faut aussi noter que même si vous tombez enceinte, dans tous les cas, il faut éviter au maximum les perturbateurs endocriniens parce que les perturbateurs endocriniens vont être transmis à vos enfants et des études révèlent que lors de la 4e génération, il peut y avoir des problèmes de santé liés aux perturbateurs endocriniens du coup que votre arrière-grand-mère avait consommé. Voilà, donc les effets des perturbateurs endocriniens s'étalent sur 4 générations quand même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et les pistes à creuser pour justement booster votre fertilité et en tout cas identifier les causes de l'infertilité si tous vos résultats sont normaux et que vous n'avez pas de pathologie qui est réellement diagnostiquée. Si vous souhaitez développer une approche naturelle pour vraiment traiter la cause en fait de cette infertilité, je vous invite à réserver votre consultation gratuite. Le lien est dans la description. Et sinon, si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le liker, le partager ou même poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode.